Si on rentre un peu plus dans le détail du monde des micro-organismes, si je mets ce beau ciel étoilé, c'est qu'à un moment, Hubert Reeves disait qu'il y a plus de micro-organismes dans 1 m² de sol que d'étoiles dans le ciel. On veut bien le croire. Et si on donne des chiffres un peu plus précis, tout en étant des chiffres importants, on a plusieurs milliards de bactéries, individus bactéries par gramme de sol, qui renferment plusieurs millions d'espèces. Donc on a une abondance et une diversité génétique des bactéries qui est très importante au niveau du sol. Pour les champignons, c'est un peu moins important parce qu'ils sont un peu plus gros, donc on en met moins. Par gramme de sol, on a des millions de champignons et des milliers à des dizaines de milliers d'espèces. Alors toute cette biodiversité, elle est importante parce qu'elle est impliquée dans des grandes fonctions. C'est vrai que si on doit en retenir qu'une dans les fonctions portées par les micro-organismes du sol, c'est la minéralisation de la matière organique. Les micro-organismes sont les seuls à pouvoir transformer la matière organique qui arrive au niveau du sol en matière minérale, azote, phosphore, soufre. Et donc, c'est cette matière minérale qui va faire la fertilité et qui va permettre la nutrition des plantes. Donc, c'est une fonction très importante. En plus, comme ils sont capables de dégrader la matière organique, de la transformer, ils vont fournir des ciments organiques qui vont permettre aux particules minérales du sol de se coller et de faire de l'agrégation. Et donc, les micro-organismes sont aussi très impliqués dans la structuration du sol. C'est vrai qu'on parle beaucoup des vers de terre, comme des laboureurs, ils sont capables d'aérer le sol, mais les micro-organismes, bactéries et champignons, sont à l'origine de l'agrégation du sol, et c'est eux qui font la promotion de la structure du sol. Bien sûr, comme ils sont capables de tout manger, les micro-organismes, à un moment ou à un autre, et de s'adapter à toutes sources de carbone et d'énergie, ils sont aussi beaucoup impliqués dans la dépollution du sol, et notamment dans la dégradation des polluants organiques, que ce soit des pesticides ou des hydrocarbures, et puis dans la transformation aussi des éléments métalliques. Et puis, enfin, on parle beaucoup des micro-organismes comme des pathogènes. C'est vrai que c'est moins de 1% des micro-organismes du sol qui sont pathogènes. Et il y en a énormément qui sont antagonistes de ces pathogènes. Et c'est ce qu'on utilise dans le biocontrôle ou la lutte biologique. On utilise des micro-organismes pour combattre d'autres micro-organismes pathogènes. Et c'est un peu des voies qui sont en train d'être développées justement pour pallier à l'utilisation des produits de pesticides de synthèse. Donc tout ça, ce lien avec les fonctions est très important, mais c'est important de démontrer que la biodiversité microbienne d'un sol, elle est importante et il est important de la maintenir, sinon on perd ses fonctions. Et donc au laboratoire, Pierre-Alain Marron, un collègue avec qui je travaille, a développé depuis les années 2010 des expérimentations où on fait une érosion de la biodiversité microbienne. Alors c'est des expérimentations très artificielles faites au laboratoire. On est capable de baisser de 30% la diversité microbienne d'un sol, donc de perdre 30% des espèces de bactéries et de champignons. Et si on teste après les fonctions et les activités microbiennes au niveau de ce sol, on peut voir que si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, on perd 40% de la capacité du sol à minéraliser la matière organique. Donc en termes de fertilité biologique, on a une énorme perte en termes de production d'éléments minéraux à partir de la matière organique. On perd aussi 50% de la productivité végétale, c'est-à-dire que si on fait pousser des plantes sur un sol qui a de la biodiversité initiale ou 30% de biodiversité microbienne en moins, eh ben, on a un retard et une baisse de productivité végétale. Ça a été démontré sur notamment la luzerne, mais aussi sur le blé. On perd, des choses très importantes, 50% de la stabilité structurale du sol. On verra une petite vidéo après. C'est-à-dire que le sol résiste moins à la désagrégation à l'eau, il y a moins d'agrégation et le sol est moins stable, plus soumis au tassement et notamment à l'érosion. Et puis, autre paramètre qu'on estime encore peu, c'est sur l'état sanitaire, c'est que si on perd 30% de la biodiversité microbienne d'un sol, on va baisser l'effet barrière, un peu comme notre tube digestif. C'est-à-dire que des micro-organismes exogènes et qui sont potentiellement pathogènes, lorsqu'ils arrivent au sol, dans un nouveau sol, ils sont généralement éliminés par la flore indigène, comme au niveau de nos tubes digestifs, on a un effet barrière. Et bien, si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, on peut voir que le temps de survie des pathogènes augmente. Ici, c'est testé sur l'Listeria monocytogenes, qui est un pathogène humain qui n'existe pas dans le sol. Et donc, si on a une biodiversité maximum, il disparaît en 5 ou 6 jours. Par contre, si on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, il va mettre 15 jours à disparaître, donc il reste plus longtemps dans le sol. Et si on perd 50% de la diversité microbienne, il peut rester jusqu'à plus de 20 jours. Et pendant tout ce temps, plus il reste longtemps dans le sol, plus il est capable de développer des foyers épidémiologiques. Donc l'effet barrière est très important, notamment dans ce qu'on appelle l'état sanitaire du sol. Alors voilà une petite vidéo qui vous montre un petit peu de façon plus dynamique l'impact du niveau de diversité microbienne sur la stabilité structurelle d'un sol. Donc, c'est le même sol, mais avec différents niveaux de diversité microbienne. Diversité élevée, en fait, c'est la diversité initiale, indigène. Diversité moyenne, c'est on a éliminé 30% des espèces microbiennes. Diversité faible, on a éliminé 50% des espèces microbiennes. Et puis, on a aussi fait un essai un peu plus absolu où on a carrément stérilisé le sol, donc il n'y a plus de diversité.
C'est un stack test, donc c'est un petit test qui existe depuis longtemps, mais qui a été revisité par l'association Vert Carbone avec laquelle on travaille, où on met tout simplement des modes de sol dans des petites cupules, on les immerge dans l'eau. C'est un test qui peut être fait par les agriculteurs au terrain, il n'y a pas de souci, on l'utilise un peu au laboratoire en termes de démonstration. Et ce que l'on voit, c'est que plus on baisse la diversité microbienne d'un sol, moins le sol résiste à la désagrégation d'un lot dans l'eau, c'est-à-dire que sa stabilité structurelle est plus faible. Alors, ce stack test est un peu le mimétisme d'une forte pluie qui arrive sur un sol et qui désagrégerait le sol. Et donc, on peut voir que plus la diversité est élevée, plus le sol résiste à la désagrégation, donc plus il résiste à des processus d'érosion. S'il y avait une forte pluie, si on imagine s'il y avait une vente, le sol serait perdu en bas. Alors, je vais avancer un petit peu la vidéo, parce que voilà, vous voyez qu'au bout de quelques minutes, la mode stérile ou avec une diversité faible n'existe plus. Elles sont complètement désagrégées, alors que celle qui a une diversité élevée résiste encore. Et la dernière étape du test est de secouer un peu ces modes dans l'eau, qui est vraiment un phénomène très agressif. Et on peut voir que la seule mode qui reste un petit peu, il reste à peu près 30-40% de sol, qui reste un petit peu agrégée, c'est celle qui a eu la diversité microbienne. Donc on a une démonstration très simple de la relation entre la diversité microbienne d'un sol et sa stabilité structurale, donc sa capacité à être agrégé, à avoir une bonne porosité, à résister au tassement et à l'érosion.